Bonjour à toutes et à tous, ce mercredi débarque en salle le nouvel opus de la franchise Indiana Jones et je ne vais pas en parler parce que ce cher Antoine a fait une vidéo sur le film lorsqu'il l'a vu à Cannes. Donc si vous voulez savoir ce qu'il en a pensé, n'hésitez pas à aller la regarder et aussi à regarder toutes nos vidéos et aussi à vous abonner et aussi à nous envoyer des chèques. Bref, moi je vais sauter sur l'occasion pour vous parler d'un autre film de la saga dont la réception pour le moins inégale prend une dimension intéressante après avoir vu le 5, qui comme lui comprend des partis pris audacieux et comme lui prend en compte l'âge de plus en plus avancé d'Harrison Ford. Je parle bien évidemment de Indiana Jones 4, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal de son petit nom. Alors je suis au courant qu'on n'est pas les seuls sur YouTube à avoir eu cette idée, mais j'étais déjà bien avancé dans mon texte au moment où ils ont sorti leur vidéo, donc tant pis. Ce qui nous intéresse, nous, dans ce film, c'est qu'il est assez symptomatique du filtre déformant d'Internet avec lequel on bosse tous les jours et qui a insulté à peu près chaque aspect de ma personnalité et chaque membre de ma famille. Car aujourd'hui, Indiana Jones 4 est très largement considéré comme le vilain petit canard de la franchise, voire comme un très mauvais film. Il suffit de lire la section commentaires sur n'importe lequel de nos articles à propos de la licence pour le constater. Et Internet a très largement participé à aggraver sa réputation puisque certaines scènes sont carrément devenues des mèmes. Je pense bien sûr à la scène du frigo, devenue hyper célèbre et même reprise par certains sur le web comme un équivalent cinématographique de l'expression « to jump the shark ». To jump the shark, ça fait référence à un épisode de la série QQ Happy Days où l'un des personnages fait du jet ski au-dessus d'un requin. Le terme est rentré dans le jargon télévisuel américain et désigne le moment où une série trop longue ne sait plus quoi raconter et se met à faire n'importe quoi. Et pour beaucoup, l'épisode du frigo, où Indy donc se protège d'une attaque nucléaire en s'enfermant dans un petit frigo, prouve qu'on pourrait l'appliquer à la saga. Sauf que c'est peut-être un petit peu poussé la comparaison. Happy Days, c'est une sorte de soap célébrant la famille américaine des années 50. Indiana Jones 4 joue sur la nostalgie de la même époque, mais s'inspire de productions très différentes, beaucoup plus pulp. Son héros, c'est un héros pop qui défie largement les lois de la gravité. Faut quand même rappeler que dans le 2, il saute d'un avion en train de se cracher avec un matelas pneumatique, puis descend d'une montagne dessus, le tout sans une égratignure. Et tout le monde adore le Temple Maudit. Enfin, tout le monde sauf Spielberg, mais c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que le royaume du crâne de cristal a vu sa réputation se construire sur Internet au point de devenir un symbole, ce qui est assez ironique pour une franchise tournée vers le passé, représentant une période où Internet n'était même pas encore un concept. Parce que le fait est qu'au moment de sa sortie, c'était tout sauf un échec. Indiana Jones 4 a coûté la broutille de 185 millions de dollars, mais il en a rapporté 317 millions aux États-Unis et 473 millions à l'étranger, ce qui fait en tout un bon 790 millions de dollars de recettes. Alors aujourd'hui, ça peut paraître pas tant que ça, mais il faut quand même comprendre qu'en 2008, on était juste avant Avatar et juste avant les méga franchises de blockbusters qui dépassent la barre du milliard une fois par an. En France, vous étiez plus de 4 millions à vous être déplacés, et pour donner un ordre d'idée, c'est le deuxième plus gros succès de l'année dans le monde, derrière The Dark Knight. Et oui, les super-héros sont alors en train de passer à l'offensive. Alors bien entendu, c'est pas parce que le film marche qu'il est bon, mais on est loin d'un public qui l'aurait complètement boudé à sa sortie, surtout que la réception n'était pas si mauvaise que ça en fait, loin de là. La critique fut plutôt douce, même si les effets spéciaux ont forcément été critiqués, et le film a obtenu le CinemaScore B. CinemaScore, c'est en gros une société qui sonde l'intérêt du public pour un film à travers un processus qui est très précis, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, et ça peut paraître anodin, mais c'est très utilisé dans le milieu hollywoodien. L'échelle allant de F à A, il s'en sort pas si mal. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Loin de moi l'idée de dire que les nombreux détracteurs du film ont tort, d'ailleurs si je dois donner mon avis, je les rejoins sur plein de points, même si j'aime beaucoup le film. Juste, ce film est assez représentatif de la manière dont Spielberg et Lucas ont vu le divertissement contemporain qu'ils ont façonné se retourner contre eux. Indiana Jones, à la toute base, c'était Lucas qui voulait clamer son amour du pulp et du serial des années 30, tout en lui offrant une nouvelle grande figure. Utiliser sa nostalgie pour offrir au public un nouveau personnage, en gros. La production du 4 témoigne d'un truc totalement différent. Le public a tellement accroché aux univers créés par le duo qu'ils sont devenus des éléments importants de leur nostalgie à eux. Et c'est ce public de plus en plus visible et audible, via Internet entre autres, qui a conditionné leur production artistique et pas l'inverse. Pas besoin d'aller plus loin que le tout début du making-of pour en avoir la confirmation. Ça commence avec Spielberg qui avoue qu'il avait composé le plan de fin de la dernière croisade avec le soleil couchant comme la conclusion des aventures d'Indy.
Mais il dit ça ne convenait pas à tout le monde, à commencer par les fans. Et selon lui, c'est Harrison Ford qui a utilisé cet argument pour lui proposer de retrouver le fouet et le chapeau, même si bon, il est toujours aussi bon en langage marketing, hein, le Steven, donc on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Et contrairement à ce qu'on a entendu ici et là, l'idée de base n'est pas si mauvaise en fait. Il s'agit de changer d'époque et de culture populaire. Les 3 premiers volets renvoyaient donc au serial des années 30. Ce volet arrivant bien plus tard, ses références vieillissent avec son héros. Il est désormais question de la science-fiction des années 50 et de la culture de la paranoïa qui a été entraînée par la guerre froide. Le scénario va littéralement de l'un à l'autre, hein, avec la première partie qui balaye toutes les paranoïas militaires avérées ou non de l'époque, et la deuxième qui fonce tête baissée dans la science-fiction tendance soucoupe volante. Le tout bien sûr matiné du traditionnel sous-texte anticommuniste de ces années-là, avec le personnage d'agent du KGB qui s'intéresse à une intelligence collective, plus forte que l'intelligence individuelle, sauf que cette intelligence collective, c'est trop de connaissances pour une seule personne. Bref, vous avez compris, hein, c'est pas très subtil. Là, je vous apprends rien, mais le fait est que Indy 4 ne jump pas le shark, il jump d'époque et aussi avec de ton. Les années 50, c'est une belle période pour les séries B débiles, et d'autres films se sont amusés à rendre hommage à ça bien avant. Je ne peux que vous conseiller Panic à Florida Beach de Joe Dante, qui est issu de l'école Spielberg d'ailleurs, qui s'amuse avec la peur du nucléaire et des fourmis mutantes, et Indiana Jones comporte lui aussi des fourmis tueuses, assez traumatisantes d'ailleurs. Donc voilà, la boucle est bouclée. Même les acteurs ont pris le pli, hein. Bon, déjà forcément le personnage de Shia LaBeouf, c'est de toute évidence un loupard de cette époque, et donc aussi un petit peu un entraînement pour Spielberg avant son remake de West Side Story. Mais aussi Cate Blanchett, avec son accent russe là, à faire pâlir d'envie Scott Adkins, et ben elle a participé elle-même à la création de son personnage, et pour ça elle a feuilleté des albums de lycée des années 50 pour faire la frange, etc. Donc l'idée est assez forte, mais un peu casse-gueule, et c'est là que le bas blesse. Indiana Jones a dépassé ses références en fait. Pour beaucoup, et particulièrement pour les personnes qui attendaient ce 4e volet, il ne s'agit plus de rendre hommage au serial ou à la SF des années 50, mais uniquement de retrouver Indy et sa clique. Et les scénaristes en sont bien conscients, puisqu'ils n'hésitent pas à faire un insert grossier sur l'Arche de l'Alliance, histoire de flatter la nostalgie des trois du fond qui n'avaient pas compris qu'ils se battaient dans le hangar de la fin des Aventuriers de l'Arche perdue. C'est en fait tout le paradoxe de la carrière de Spielberg et Lucas. Ces deux cinéastes qui ont réinvesti leur passion d'enfance dans leur art, que ce soit celui des films de Kurosawa, des serials ou du cinéma classique hollywoodien, mais leurs œuvres respectives se sont si profondément ancrées dans la culture populaire qu'elles sont devenues des références, desquelles plus personne ne dévie. Indiana Jones n'est plus l'héritier d'un certain type de cinéma, mais une matrice du cinéma d'aventure à lui tout seul. Difficile donc de le transformer, de le changer d'époque ou de ton. La saga Indiana Jones est assez symptomatique d'une industrie hollywoodienne qui a créé des symboles culturels si puissants à ce moment-là, difficile de ne pas penser à Star Wars évidemment, qu'elle finit par ne plus faire référence qu'à elle-même. Une idée que Spielberg en personne avait traitée dans Ready Player One et qui trouve son paroxysme dans les rajeunissements numériques et autres doublures post-mortem qui refusent de laisser mourir les personnages en même temps que les acteurs, comme dans les derniers volets de Star Wars et Indiana Jones. Au moment de faire Indy 4, les créations de Lucas et Spielberg ont fini par se retourner contre eux et c'était difficile de bien s'en sortir. Quant à Ford, il a carrément demandé à mourir dans Star Wars 7, donc voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Et si le royaume du crâne de cristal a autant de défauts, c'est aussi peut-être parce que tout le monde en avait conscience au moment de le réaliser. En effet, l'idée de science-fiction et d'Alien date en fait des années 90, mais il a fallu du temps avant qu'elle soit portée à l'écran. Et en 2000, ils ont bien essayé de sortir du schéma habituel Indiana Jones en embauchant un M. Night Shyamalan qui était alors tout puissant à l'écriture. Mais la collaboration n'a pas pu être concrétisée. Frank Darabont lui aussi avait proposé une mouture en 2002, et pareil, le projet a été abandonné, à son grand désarroi d'ailleurs. Quant à Spielberg, il était clairement bien au courant du gigantesque problème auquel il faisait face, puisque lui il voulait pas inclure des extraterrestres dans le film. Non seulement il sortait il y a quelques années de son immense La Guerre des Mondes, mais en plus il en avait peut-être justement marre des aliens à la Spielberg, devenus des archétypes de la pop culture à eux tout seuls. Il a fallu que Lucas le convainque qu'il ne s'agissait pas d'aliens mais d'êtres interdimensionnels pour qu'il accepte. Et d'ailleurs avec cette anecdote en tête, le climax devient un petit peu plus rigolo. Plus tard, il a avoué à Empire qu'il n'aimait lui-même pas le MacGuffin du film. Il disait « George et moi avons eu de grandes disputes sur ça, mais je suis loyal envers mon meilleur ami. Quand il écrit une histoire en laquelle il croit, même si moi je n'y crois pas, je tourne le film comme lui l'a envisagé. J'ajouterai ma petite touche, je choisirai les acteurs, je filmerai comme je veux, mais je serai toujours du côté de George pour l'histoire. Je ne le combattrai jamais sur ça. »
Quant à Lucas, lui, il assume complètement cette idée, faisant auprès de USA Today la comparaison avec La Menace Fantôme, qui est également un film hyper bancal, complètement détesté à sa sortie, et qui essayait d'introduire un peu de nouveauté dans un univers que les spectateurs s'étaient déjà accaparés au détriment de ses auteurs. Et ouais, l'une des raisons de la réputation compliquée du film, c'est aussi que ce malaise vis-à-vis de où va la saga a complètement déteint sur les déclarations de certains membres de l'équipe. Le cas le plus célèbre étant bien sûr celui de Shia LaBeouf, qui balance dans le plus grand des calmes au Los Angeles Times en 2010 que le public sait reconnaître un film pas bon et que Harrison Ford est d'accord avec lui. Malaise quoi. Il a aussi dit que c'est en grande partie sa faute et que Spielberg reste un génie, bon voilà tout ça. Bon, pour dire que c'était de sa faute, il a dû s'endormir pendant l'hommage full CGI à Tarzan là, hein. Et Ford en a rajouté une couche dans le détail en traitant son collègue, en lui répondant du coup et en le traitant d'idiot, puisque selon lui, défendre un film, c'est un peu le devoir d'un acteur. On est sur une vraie grosse ambiance. Hein. Voilà qui a rajouté du grain à moudre aux cinéphiles du web et aux détracteurs du film, qui ont même eu droit à leur propre petit épisode de South Park. Bref, Indiana Jones 4, c'est un film que moi j'aime personnellement bien, hein. Il y a des scènes hyper fun comme celle des fourmis, et l'idée est très sympa. Juste, c'est un film parfois un peu réalisé par défaut, et ça se sent. Mais si on prend un peu de recul, on peut surtout se dire que Indiana Jones est une saga hyper représentative de l'ère Spielberg-Lucas, à travers les âges. Une somptueuse réappropriation des codes d'un certain cinéma populaire d'abord, un virage dans la surenchère jouitive, un terrain de jeu pour stars, puis une impasse dont personne n'arrive vraiment à sortir, et enfin la confirmation qu'il est peut-être temps de laisser les icônes qu'ils ont créées en paix et passer à autre chose. Même si en réalité Ray Winstone résume plutôt bien les raisons de l'existence des deux derniers films et de ceux qui pourraient y avoir après. Why, Mac? Yeah, what can I say, Jonesy? I'm a capitalist, and they pay. Voilà, c'est tout pour moi. Tout d'abord, on aimerait remercier Damien de la chaîne Damien Cinematic Universe qui nous a grandement aidé sur notre dernière vidéo sur Farang et qu'on a omis de remercier à l'oral à cette occasion. Merci à toi donc. Ensuite, je vous épargne la litanie habituelle sur Écran large et la quête de thunes, notre petite aventure à nous. Sachez juste qu'arrive, ou est arrivé, je sais pas quand ça va sortir, un épisode de notre podcast sur la saga Indiana Jones, justement, où on aborde la plupart des facettes de la franchise. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker les autres épisodes sur les films de requins, les super-héroïnes, ou sur Shaolin Soccer, bien sûr. À la prochaine!